Vous avez parlé de Konaté tout à l'heure, vous avez parlé de Griezmann aussi. Il me semble que c'est le moment de faire nos tops et nos flops, messieurs, de mettre en avant les joueurs qui ont bien marché, peut-être même d'élire un MVP dans ce match-là et de citer aussi les flops. Juste avant, je vous l'avais dit en début d'émission, on a un partenaire qui va nous accompagner justement pour ces tops et flops. C'est OneFootball qui est avec nous. OneFootball, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissez cette application. Elle vous permet de suivre un petit peu le foot et de rester au contact de tout ce qui se passe dans les championnats. C'est franchement, pour le coup, honnêtement, au-delà même du côté partenariat, c'est une très belle application parce qu'elle permet de faire plein de choses, d'être toujours dans l'actu. Notamment, il y a une petite rubrique quiz sur l'application en ce moment, sur la Coupe du Monde. Par exemple, Kanto, tiens, je te pose une question. Quel Espagnol, par exemple, a marqué son penalty contre le Maroc? Juste là, comme ça. Un Espagnol qui a marqué son penalty. Oh, je me rappelle même plus. T'en rappelles plus? Je me rappelle plus. Tu te rappelles même plus des tireurs? Non. Ah, c'est facile. Aro, tu l'as? Dani Olmo, non? Non, aucun. Ah bah oui, aucun Espagnol n'a marqué son Ils ont raté les 3 et 4-4. Ah, c'est vrai. Ah ouais, là, t'abuses. C'est vrai, Bounou. En plus, la veille, Livakovic. Ouais, Livakovic en sort 3 sur 4 et c'est vrai. Ah oui, attends, il y a Busquets qui rate. Il y a Busquets. Voilà. Il y a Busquets qui rate. Attends, aidez-moi pour les autres. Busquets, t'as Soler qui rate aussi? Ouais, Soler. Et Carlos le premier, Soler, c'est un Parisien aussi. Sarabia. C'est Sarabia, c'est ça. Deux Parisiens et Busquets. Sarabia qui tire en premier d'ailleurs. Ouais, tire en premier, ouais. Sarabia, Kanto, Soler il et fait bien Busquets. exprès de mettre l'accent de Parisien. Ouais, grave, on l'a reconnu, Non, j'ai pas dit ça pour ça. C'était juste un moyen mémotechnique. Et c'est marrant, le chat a joué aussi. Hein. Le chat intraitable, bien sûr, avait la réponse au bout d'une demi-seconde. Mais carrément, j'étais en train de me dire, attends, quel penalty il y a eu dans le match? Et non, c'était la séance de tir au but. Tu ferais bien de te reprendre, Kanto. Et donc, sur OneFootball, voilà, vous avez cette petite partie quiz qui vous permet de jouer, voilà, même parfois de réviser un petit peu comme ce qui est en train de faire le chat. Et donc, cette application, Kanto, on peut la retrouver où? On peut la retrouver sur iOS, on peut la retrouver sur Android, donc vous avez compris, peu importe la marque de votre téléphone portable, vous pouvez y aller dessus, que ce soit un smartphone, vous pouvez le mettre sur la tablette, voilà, vous avez une multitude d'options pour pouvoir prendre cette appli qui est en plus 100% gratuite, elle est personnalisable, c'est-à-dire que vous pouvez suivre l'équipe nationale de votre choix, vous pouvez prendre le Maroc et la France par exemple pour ceux qui supportent ces deux nations, mais vous pouvez également mettre votre club. J'ai mis pour ma part l'Olympique de Marseille tout à l'heure quand j'ai téléchargé l'application, et j'ai vu qu'il y avait notamment certaines news pour être au courant en temps réel de ce qui se passe autour du club. J'ai vu par exemple un article qui provenait d'un site, peu importe la source, et que notamment Amrabat était en discussion avec Pablo Longoria pour l'Olympique de Marseille. Donc, et ça t'a intéressé, voilà, ça évidemment que c'est des news qui me plaisent fortement. De qui tu parles là? De quel joueur? J'ai fermé derrière. Hein? De quel joueur? Amrabat. Oh, mais Du coup, voilà, ça permet de pouvoir suivre. Cote, là. Ouais, ça peut permettre de voir son équipe nationale ou de voir son club. Mais en plus de ça, on peut regarder également des matchs de foot. Il y a la Ligue belge, la Ligue écossaise. Pour ceux qui aiment notamment Amala, qui joue du côté du Standard ou qui ont suivi les exploits de Juranovic avec la Croatie qui joue au Celtic, c'est l'occasion de pouvoir également suivre ces ligues. Tout à fait. Donc voilà, vous avez aussi ce qui est intéressant, c'est Poineau qui nous l'a montré tout à l'heure, une petite option qui vous permet d'avoir les compositions des matchs en 3D. On peut les mettre en réalité virtuelle. Enfin, ça rend vraiment super bien. Vous avez le lien dans le chat pour télécharger l'application OneFootball. Donc vraiment, merci à eux de sponsoriser cette petite séquence top et flop qui commence maintenant et qui commence avec l'ami Brux Pranek. Brux, dis-nous un petit peu. Bah oui, je t'envoie au charbon, je sais. Commence avec quelqu'un du plateau le temps que je réfléchisse. T'es fatigué. T'as pas réfléchi? Oh, t'es fatigué. J'ai un cigare. En plus, il paraît que tu as déjà donné tes tops à Poineau en plus. Je commence. Ouais, les tops, mais flops, j'ai pas réfléchi. Bon, alors écoute, Bruce, je te laisse réfléchir un petit instant. Je reviens vers toi. Zal, il m'a l'air chaud là. Tes tops et tes flops. Je vous en autorise 2 chacun. Donc 2 tops, 2 flops, hein. France ou Maroc, comme vous voulez. C'est dur parce que du coup, il y en a un qui va rester sur le carreau dans les tops. Mais je vais mettre Griezmann en 1. Ouais. Ça, y a pas allez, je vous en donne un 3e. Allez, c'est bon. Allez, je suis gentil. Griezmann, Konaté et Lloris. Griezmann, Konaté, Lloris. Ouais, pour les tops. Ouais. Et les flops, je vais aller dans l'équipe de France. Hein. J'ai envie de mettre Mbappé. Ah, tu mets Mbappé dans les flops ce soir. Okay. Ouais. Il est quand même sur le 2e but. Hein. Ouais, mais... Et il est même sur le premier. Même le premier. Il est sur les 2. Hein. Ouais, c'est pas... Moi, je sais pas, Giroud, Giroud déjà, je trouvais qu'il était pas dedans en fait. Il était pas vraiment dans son match. Je pense qu'il aurait pu, il lui manquait pas grand chose pour, tu vois, ça s'est joué à rien. Mais non, mais moi Mbappé, je l'ai pas trouvé extraordinaire ce soir. Non, mais même t'as le droit de pas l'avoir trouvé. S'il a été dans les buts et tout, c'est aussi la force des grands joueurs, tu vois, d'être là au bon moment. Mais dans son match, dans la globalité, moi je l'ai pas trouvé très bon, honnêtement.
C'était un petit peu à l'image de son match contre l'Angleterre. Hein. Contre l'Angleterre aussi, bon là, on va pas se mentir, il a été vraiment cadenassé. Il était beaucoup plus cadenassé. Ouais, il était là, il avait des espaces, il a eu de la profondeur, mais il n'a pas su utiliser ses moments, ses temps forts comme il fallait. Après, c'est vrai qu'il est sur les 2 buts, j'avoue, mais sur les 90 minutes, moi, je l'ai pas trouvé extraordinaire. J'attendais plus de lui. Ouais, il fait pas un grand match. Il fait son taf, mais il fait pas un grand match. Quoi. Il a fait son taf. Donc Giroud, Mbappé, c'est ça pour toi? Ouais. Et qui d'autre? Toute la ligne d'attaque, en fait, j'ai envie de te dire. Ok, donc Dembélé, quoi. Ouais, Dembélé. Hein. D'accord, la ligne d'attaque pour Ozal. Ok, très bien. Haro, je me tourne vers toi. J'ai l'impression que tu les as, toi, tes top et flop. Ouais, moi, clairement. Et si vous voulez mettre des Marocains, vous pouvez, les gars. J'allais commencer par les flops, mais ouais, j'allais dire, Dembélé, il passe trop sous les radars sur ce match-là, mais tellement qu'on l'oublie nous-mêmes. On oublie de dire qu'en fait, il a été ultra transparent dans ce match. Ouais. C'est dommage parce que moi, je trouve que depuis ce début de Coupe du Monde, on lui tire quand même beaucoup dessus par rapport à ce qu'il fait. C'est un joueur qui percute, qui apporte de la vitesse dans un jeu qui parfois a du mal à se décanter, donc il est quand même bon, mais là ce soir c'était trop faible. Effectivement, Giroud, innombrable d'occasions loupées. Je pense vraiment le ballon qui revient là sur le débordement sur le côté, je crois, d'Mbappé, où là pour moi ça c'est 100% but, un grand attaquant dans un grand moment, il peut pas louper ça. Après heureusement pour la France c'est pas décisif. Donc ouais, Giroud qui était à côté, qui en plus je crois au bout de la 25-30e commence un petit peu à tirer la langue. Je sais pas ce qui lui est arrivé après son poteau, je crois que je le voyais un peu faire des gestes en mode il est blessé, etc. J'ai l'impression qu'il essaye un peu de se cacher derrière ça, je sais pas trop. En tout cas, si c'est pas le cas, j'espère qu'il va se rétablir, mais vraiment en dessous ce soir. Et pour les tops, incontestablement là aussi, pour moi, il y a un joueur, et quand on le disait tout à l'heure, quoi qu'on pense de lui, mais Lloris dans les grands moments est un grand gardien, et je vous le dis parce que les comparatifs qu'on peut faire, mais vraiment, il faut prendre Lloris et le poser à côté de tous les gardiens des grandes nations cette année. Attention, hein, ce garçon est très très bon. Diogo Costa à côté est vraiment son fils. De l'autre côté, Unai Simon. Surtout sur ce mondial, Diogo Costa, il est pas loin de faire partie des 3 plus mauvais gardiens. Il est pas loin. Il est pas loin de faire un truc qu'on n'avait pas vu depuis 2012 dans les compiles YouTube là, quand il pose la balle face au gars et qu'il se cache derrière. Enfin, je veux dire, ça tu le vois arriver en D2 islandaise ou des vidéo gag, le truc. C'est dur. Donc vraiment Lloris, je pose un point sur lui pour les tops, et puis effectivement Griezmann qui est absolument extraordinaire. Et je vais me permettre de mettre un autre flop qui n'est ni au Maroc ni en équipe de France. Vous l'avez peut-être deviné, je l'ai vu passer dans le chat, mais l'arbitre. L'arbitre, c'est trop. L'arbitre, pour moi, pour moi, il a changé. L'arbitre, c'est trop. Je suis désolé, les gars. J'ai pris la voie PMU parce que là, tout le match, je me suis dit, mais en fait, des deux côtés, ça n'avait aucun sens, vraiment. Et donc voilà, bon, moi, je le mets dans les flops parce qu'il a eu une incidence sur ce match. Et après, s'il faut se tourner côté marocain, pour moi, le côté droit du Maroc, je mets Hakimi, Ziyech et Unai. Ils ont été très, très bons. Et dans les flops, je mets Amrabat, côté marocain. Beaucoup plus actif. Il a été très bon pourtant. Moi, je l'ai trouvé beaucoup mieux. Je l'ai trouvé beaucoup mieux contre le Portugal et l'Espagne, beaucoup plus impactant, surtout défensivement. Et là, je l'ai trouvé un peu largué. En fait, c'est juste que ça m'a surpris de le voir un peu passer trop facilement. Je vois, il prend un petit pont contre Mbappé, contrôle orienté dans la surface. Il est à la rue, on a l'impression qu'il n'ose pas toucher Kylian. Juste pour ça, je le mets en dessous. Même si voilà, côté marocain, il n'y a pas beaucoup de flops, ils ont fait avec leurs armes. Ok. Non, après, chacun a le droit d'avoir son avis, les gars, dans l'émission. Et c'est aussi le cas pour Haro. Alors, Kanto, Bruce, je te garde pour la fin, comme ça, voilà. Moi, je les ai, mais vas-y, tu refais Kanto. J'enchaîne avec Kanto parce que j'ai l'impression qu'il veut répondre à Haro, là, du coup. Et alors, attention, je vous le dis, les gars, sur les tops et flops, la position de vos joueurs est importante parce que je sais que vous allez avoir très souvent les mêmes, surtout pour l'équipe de France. Donc, n'hésitez pas à hiérarchiser vos tops et flops. Vas-y, Kanto. Là, Haro, il va découvrir ce que c'est de dire du mal de Amrabat sur le chat. Il va découvrir, là il est en train de se faire assommer partout. Alors je vais commencer par les tops. Je suis complètement d'accord avec les tops qu'a donné Zal. Premièrement, Hugo Lloris, un collier. C'est un gardien qui n'a jamais été trop contesté, mais n'a jamais été non plus mis en avant, adulé comme c'était un grand gardien. Il n'a pas l'aura d'un Fabien Barthez ou d'autres gardiens, d'Emmanuel Neuer, tu vois, des mecs comme ça, Iker Casillas, Gianluigi Buffon. Ça a été des gardiens qui ont marqué l'histoire. Et finalement, quand on parle d'Hugo Lloris, on a l'impression que ce mec-là, il va laisser tout le monde indifférent, comme c'était un gardien moyen, alors que c'est un super gardien de but. Konaté,
Konaté parce que ça a été un patron, le tacle salvateur devant les cages, les multiples interventions rugueuses, il fait pas faute, il est intelligent. Et moi, ce qui me rassure avec Konaté, c'est que Konaté, quand il intervient fort sur quelqu'un, je me dis pas comme à chaque fois quand c'est Upamecano, attention, tu peux faire une connerie, tu vois. Konaté, j'ai l'impression qu'il y a ce côté sûr en plus. Et enfin, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, c'est le mec dans le match, il a joué 10, il a joué 8, il a joué 6, il a joué défenseur central, il a joué absolument partout, il a été bon partout en fait, à la récupération, à la relance, dans la manière de remonter le ballon sur le terrain, il a été très très bon. Dans les flops, côté français, j'étais en train de réfléchir les flops naturels Koundé, mais Koundé qui n'a pas fait un mauvais match, donc je ne vais pas le mettre dans les flops. Il n'est pas brillant sur toutes ses interventions, mais il y a un sauvetage sur la ligne, il y a quand même beaucoup de moments galères dans la surface. Fofana qui aurait pu être un flop naturel que les gens veulent mettre en avant, mais Fofana ne fait pas un mauvais match non plus, donc je ne vais pas le mettre dans les flops. On va en parler après de Fofana. Ouais, on peut en parler. Olivier Giroud peut-être, oui, dans mes flops, dans la mesure où Olivier Giroud a des occasions qui sont quand même assez importantes et voilà. Après, il était dans ces deux occasions, il les joue pas mal, moi je trouve. Il n'a pas de chance. Non, le poteau il est excentré, mais en fait, au-delà de ça, il y a des occasions ratées, mais il y a surtout beaucoup de pertes de balles. Ouais, c'est ça. Quand il est dos au but, où il y a eu peut-être des erreurs inhabituelles du côté d'Olivier Giroud. Ça n'a pas été le seul. Hein. On s'attend tellement à avoir du bon de la part d'Olivier Giroud que finalement, les rares fois où Olivier Giroud perd quelques ballons, on est un peu surpris. Ensuite, je mettrai Neziri, qui a été fantomatique. Nesri, malheureusement. Heureusement, courir, c'est bon pour la santé. Donc ce soir, il n'aura pas tout perdu sur ce match-là. Mais après, il a été particulièrement sevré de ballon, mais c'est vrai que inexistant. Après, ne soyons pas durs avec la Coupe du Monde d'Enesri, parce que le mec, je veux pas être dur. Moi, je parle sur ce match-là. Il a été très précieux sur ce match. Moi, je crois qu'il a touché 3 ou 4 ballons. Ouais, c'est pour ça. Justement, un joueur qui touche 3 ou 4 ballons, je pense qu'on peut pas le mettre dans les joueurs indifférents, donc forcément, ça sera un flop. Et je parle pas sur sa Coupe du Monde, je parle uniquement sur oui, non, on est d'accord. Dans les tops, j'ai oublié de mettre Chedira parce que le carton rouge qu'il prend au match d'avant, ça m'a permis de pas le revoir ce soir. Et enfin, pour terminer, alors je sais pas si les gens vont être d'accord avec moi, mais pour terminer, je vais mettre Eliamik. Eliamik qui fait un bon match. Défensivement, il fait un bon match à l'aide de sa retournée, notamment. Mais Eliamik qui, malheureusement, se jette sur cette intervention d'Antoine Griezmann dès le début du match. Et ça a permis à la France, en fait, de mener au score rapidement. Et ça c'est venu complètement perturber les plans de Regragui. Donc, même si Eliamik, dans l'ensemble, fait un bon match, cette seule intervention ratée au bout de 6 minutes fait que, pour moi, ça a été trop impactant pour la suite du match pour que je le laisse de côté. Voilà. Mais ce qui me tue, c'est comment il arrive à rester sérieux après avoir ressenti un truc comme ça. C'est ça qui me termine. Le bâtard, quoi. Ok, merci Kanto. Bruce, c'est toi qui conclus les tops et flops du coup. Et comme promis, après, il faudra qu'on parle du match de Fofana parce que c'était vraiment un sur lequel, pardon, je perds mon français. Les projecteurs étaient braqués. Bruce, tes tops et flops. En 1, Griezmann, meilleur joueur français de la Coupe du Monde. Et une fois de plus, il a été ultra précieux, que ce soit à la récup, l'intelligence de jeu, même si la France a eu du mal à mettre le pied sur le ballon. C'est quand même un joueur qui sait toujours se rendre utile pour son équipe et il l'a très bien fait en récupérant énormément de ballons, toujours au bon endroit, au bon moment. Donc Grisou, énorme, un patron dans ce mondial. En deux, je vais mettre Lloris, comme vous l'avez dit, mais on a souvent des grands gardiens français qui sont très bons avec leur nation, notamment l'équipe de France. On pense à Fabien Barthez qui faisait souvent le boulot, parfois peut-être un peu moins en club à certains moments. Et c'est un peu pareil pour Lloris, qui est peut-être pas le meilleur gardien de club, même si c'est un très bon goal. En tout cas, avec l'équipe de France, c'est très souvent très très fort. Et c'est vrai que là, il nous sort encore les arrêts au bon moment. Donc, tu as besoin d'un gros goal et il fait toujours le boulot avec l'équipe de France. Et en 3, je vais mettre Konaté, qui est pour moi le patron. On l'avait déjà vu contre la Tunisie quand ça avait fait tourner, etc. C'était l'un des rares à surnager et à tenir la baraque derrière. Pour moi, ce mec-là, il a ce truc des grands joueurs. En tout cas, il est fait pour jouer des grands matchs. J'ai l'impression que ce mec-là, la pression, elle coule sur lui. Et quand son équipe sombre, lui, en tout cas, il sombre pas. Donc je suis assez fan de ce que fait Konaté à chaque fois. Bruce, on le disait, là, ce soir, c'était un Konaté mode Liverpool. Hein, vraiment, c'était le gros Konaté qu'on a vu avec Liverpool. Il aime les gros matchs. Il est fait pour ça, ce mec-là. Il est fait pour ça. Et c'est tellement propre à chaque fois, ses interventions, ses tacles. Tu sais, tu trembles pas avec lui, quoi. Même quand il jette ou quoi dans la surface, ou que des fois, c'est un peu tendu. Parce que si tu fais une connerie, c'est péno instant. Et je trouve que voilà. Et après, là, je peux pas le rajouter, ce que j'ai dit mes 3. Mais c'est vrai que les 2 entrants, notamment Thuram, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne entrée. Colomboigny, c'est bien aussi. Mine de rien, il a son petit but,
Ouais, mais Thuram aussi a fait une vraie bonne entrée, je trouve. C'est dingue, Kolo Muani. Buteur en demi-finale de Coupe du Monde, mine de rien. Ouais. Tu l'as cru, c'est ça beau. A de la gueule. Ça a de la gueule. C'est beau. Et du coup, flop, si on reste côté français, c'est vrai que Dembélé, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Mais ça fait quelques matchs que c'est comme ça. Alors peut-être qu'il en garde sous le pied pour la finale, on espère. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je le trouve moins tranchant. Je trouve qu'il avait bien commencé la Coupe du Monde. Après, circonstances atteignantes, il aide beaucoup. Il aide beaucoup son côté au niveau du repli défensif. Et je pense qu'il laisse aussi de l'influx. Et il a peut-être pas le coffre, même s'il le fait bien, en tout cas défensivement, pour être aussi précieux devant et faire autant de différence. Donc, c'est pour ça que je veux pas trop le blâmer. Mais en tout cas, offensivement, c'est vrai que c'est moins tranchant, on va dire. Et après, en autre flop, Fofana aussi, j'ai envie de mettre. C'est un joueur que j'aime bien, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour lui. Voilà, je pense qu'on l'a vu avec Rabiot, par exemple, où c'est le jour et la nuit, tu vois. Ça change complètement le milieu de terrain. Donc voilà, il est peut-être pas complètement prêt, mais c'est pas le seul. Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, on verra dans les années à venir. Et après, alors, c'est dur de le mettre en flop. Il y a l'arbitre où je suis d'accord, mais sur ça, il laisse beaucoup jouer dans cette Coupe du Monde. Du coup, c'est pas que ça m'a pas surpris ou saoulé, mais on a un peu l'habitude. Il y a des matchs, il laisse jouer de ouf. J'ai l'impression que c'est des consignes aussi. Et après, alors, je vais peut-être pas me faire des amis, mais pour la première fois, et pourtant il fait une très bonne Coupe du Monde, Regragui, je trouve que sa compo de base, en sachant que tu avais Aguerd et Saïs qui étaient diminués et potentiellement tu étais au courant que c'était pas fou et que ça allait peut-être faire forfait ce que tu veux, proposer une défense à 3. Et on est obligé de dire que pour le Maroc, en tout cas, dès qu'ils sont repassés à leur compo classique, ça a été bien mieux pour eux. Donc je pense que les choix de départ, il y a eu une petite erreur. Et ça leur a fait du mal parce que la France a su capitaliser dès le début en ouvrant le score. J'ai l'impression qu'ils avaient un peu certains manques de repères dans ce dispositif-là et avec des défenseurs diminués centraux aligner 3 centraux, je trouve ça un peu bizarre. Donc je ne sais pas s'il fallait tenter ça. Voilà, à mon avis. Et c'est pour ça que je vous demandais. Super sélectionneur pendant le mondial, il n'y a rien à dire, c'est très fort ce qu'il a fait. Après, voilà, c'est pour ça que je me permets de pointer du doigt là, en sachant que tu as des défenseurs centraux diminués en aligné 3, je sais pas, je trouve ça un peu risqué. Et voilà, en sachant qu'en plus, avec le recul, quand tu les vois avec leur dispositif par la suite, je trouve qu'ils ont été mieux, donc obligé de se rendre compte que c'était peut-être pas un choix payant finalement. Puis ils prennent un but direct surtout, donc. Zal qui oublie pas, qui le rappelle. Juste, c'est pour ça aussi que je vous avais posé la question, parce que la conférence de presse de Regragui, elle était quand même assez importante, parce que dedans il y avait quand même pas mal de messages qui étaient donnés directement ou indirectement, et c'est pour ça que je vous avais demandé si c'était de l'intox ou si c'était véritablement de l'info, ou alors s'il tentait des coups tactiques avant même que le match ait commencé. Et on s'est bien rendu compte que oui, son équipe quand même, elle avait pris des coups. On a bien vu que cette équipe-là, contre l'équipe de France aujourd'hui, c'était pas le même niveau physique, c'était pas la même forme physique que contre l'Espagne ou le Portugal. Kanto, tu voulais ajouter quelque chose? Juste pour parler un petit peu de Regragui, pour le défendre, sur le principe, il y a cette composition tactique. Premièrement, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a cette composition tactique pour venir un petit peu bouger l'équipe de France et essayer d'exploiter sur les points faibles. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine obligation de mettre une composition à 5 def, dans la mesure où, j'en ai parlé avec Pono juste avant, si ton capitaine qui est Saïs vient te voir avant la rencontre, toi sélectionneur, et qui vient te dire « Coach, je suis prêt, j'ai pas mal, je veux jouer », et qu'à côté de ça, tu as Naïef Aguerd qui revient tout juste de blessure ou tu as quelques incertitudes dessus. Est-ce que toi, en tant que coach, en tant que sélectionneur, tu dois faire confiance en tes joueurs qui te disent « Je suis prêt », et du coup, tu joues à 5 parce que tu veux quand même mettre Eliami, qui est un joueur qui, sur le papier, n'est pas blessé? Ou est-ce que tu dois faire aveuglément confiance à ces joueurs-là et partir sur une défense à 4 avec tes deux axiaux qui, au bout de 5 minutes de jeu, peuvent sortir? Ou est-ce que, tout simplement, tu dois prendre toi tes décisions? Ok, vous êtes prêts, mais vous avez été blessé au dernier match et je ne vous mets pas. En fait, c'est ça la situation qui est compliquée pour Regragui. Et c'est pour ça que Bruce, je suis à la fois d'accord avec lui et à la fois, je peux le trouver un petit peu dur avec le choix de Regragui, parce qu'on n'est pas dans ce discours de vestiaire-là où on ne sait pas ce qui s'est passé. Si Saïs et Aguerd et le staff médical viennent dire à Regragui, écoute, les joueurs sont prêts, mais ils vont peut-être avoir une petite gêne. Lui, il est peut-être en train de se dire, bon, est-ce que je dois jouer à 4 avec mes deux qui vont sortir? Est-ce que je dois jouer à 5 pour mettre Eliami qui n'est pas blessé à côté et qui peut compenser? Est-ce que je dois quand même les mettre? Est-ce que je dois pas les mettre? Il y a beaucoup de questions autour de ce secteur défensif pour Regragui, et je trouve que c'est une situation qui est franchement pas évidente. Et il a essayé de faire au mieux, et le mieux, c'était quoi? C'était de bétonner. Mais ils ont été en place avec leur système de base. Ils n'ont pas pris un but du mondial en concédant très peu d'occasions à part le CSC. Mais Saïs,
Pourquoi changer peut-être ce système alors que même les remplaçants, quand ça remplaçait Aguerd ou Saïs, on disait que tu as l'impression que tu peux changer même des joueurs importants. Les mecs, ils se mettent dans le moule et ils faisaient le taf. Il y avait un équilibre. On l'a vu contre le Portugal avec Eliamik et Atiatala qui étaient remplaçants et qui sont rentrés, qui ont été très bons. Et là, je les ai trouvés un peu désorientés, moins de repères. Et c'est normal parce que c'est un dispositif, tu as moins l'habitude de jouer. Et en plus, en sachant que tu as des centraux diminués. C'est pour ça que je me suis posé la question après. Et encore une fois, dès qu'ils sont passés à leur système classique, je les ai trouvés mieux tout de suite. Mais je suis d'accord avec toi, c'est incontestable. C'est incontestable qu'avec ce système A4, ils ont été meilleurs. Mais le coach a dû faire avec la volonté de ses joueurs, avec la volonté de son capitaine. Et lui, peut-être qu'il s'est retrouvé dans une situation où il ne savait pas trop comment faire. Et que dans le doute, dans l'incertitude, la meilleure solution, c'était de se dire, bon, écoute, on va bétonner un peu derrière, on va jouer à 5 un peu reculé. Et puis après, on verra. Si mes joueurs arrivent à tenir le coup, on fera évoluer le système de jeu en fonction du match. Et si mes joueurs ne tiennent pas le coup, dans ce cas-là, je peux faire mes changements, mais au moins, je n'ai pas pris de but. La malchance de Regragui, c'est qu'il fait ça peut-être une compo un peu test pour voir ce qui va se passer et pour voir l'état physique de ces joueurs-là. Et le problème, c'est qu'ils prennent un but au bout de 6 minutes et qu'au bout de 6 minutes, ils se retrouvent avec des mecs qui sont pétés, mais en plus avec un but de retard. Et là, il est complètement dos au mur. Mais surtout qu'il y a un truc, je pense qu'il faut aussi jamais oublier de rappeler vis-à-vis du Maroc et vis-à-vis de Regragui, c'est que les mecs, en fait, ils ont repoussé leurs limites sur cette Coupe du Monde. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu le Maroc et même au-delà de ça, une équipe africaine arriver à ce stade de la compétition. Je pense pas que Regragui ait autant d'expérience que d'autres sélectionneurs qui sont là en place depuis un nombre d'années, qui ont déjà joué aussi des compétitions importantes, des compétitions internationales. Je pense qu'à un moment donné, c'est pas simple en fait de savoir faire les choix. Un Deschamps, je pense que tu lui mets cette situation-là. En plus, Regragui, il n'a pas les ressources de Deschamps. Regragui, il n'a pas un vivier de joueurs, je pense, qui est aussi étincelant que celui de Deschamps. Donc je pense que tout ça, faut le prendre en compte aussi. Et il faut juste féliciter les Marocains. C'était pas facile. Ils ont essayé, ils ont tenté un coup. Je sais que vous n'êtes pas sévère. Je sais que même Bruce ou quoi, on n'est pas sévère avec eux. Ah non, mais c'est vrai que oui, voilà. Pour dire que. Et à un moment donné, tu as repoussé tes limites, quoi. Tu es allé au-delà de ce que tu n'as jamais imaginé, quoi.